Honorables participants, nous arrivons maintenant à une étape phare de notre événement, les Focus Pays. Souvenez-vous que l'objectif majeur du concept des rencontres des marchés des titres publics est de pérenniser un rendez-vous annuel, une plateforme unique qui contribuerait à renforcer le dialogue entre l'ensemble des 8 pays souverains de la zone UEMOA et les investisseurs. Ce premier Focus Pays sera consacré au Bénin et à la Côte d'Ivoire. M. Gilles Tapsoba, représentant résident du Fonds monétaire international au Togo, en assurera la modération. Sans plus tarder, nous passons la parole à M. Tapsoba, représentant du FMI au Togo. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. J'espère qu'on me reçoit correctement. Déjà pour commencer, merci aux organisateurs pour cette session, cette rencontre entre les acteurs autour des marchés financiers, ce qui permet de partager des idées et de voir dans quelle mesure les pistes de réflexion pour améliorer l'efficacité de notre marché régional. Et je remercie aussi les organisateurs pour l'honneur qui nous est donné. Et également, je remercie les collègues qui vont participer et l'auditoire. Alors, nous passons à une étape, comme l'a dit notre présentateur, importante de la rencontre, c'est-à-dire s'intéresser au focus pays. Et aujourd'hui, en première position, nous avons l'honneur de présenter et d'échanger sur 2 pays phares de l'Union, à savoir la Côte d'Ivoire et le Bénin. Alors, pourquoi il est important de s'intéresser à ces pays-là? Alors, si nous sommes dans une dynamique de développement des marchés financiers, cela veut dire, comme le thème de la conférence le dit très bien, mobiliser les ressources tant intérieures qu'externes. Et qui dit ressources intérieures dit aussi l'épargne. Et l'épargne, qui dit épargne, dit investissement. Et qui dit investissement, dit perspective économique. Donc, vous voyez, le lien est assez clair. Donc, comprendre les économies des deux pays de l'Union, qui, grosso modo, lorsqu'on les met ensemble, représentent un peu moins de la moitié. La Côte d'Ivoire faisant entre 35 et 40% de l'Union, la première économique de l'Union, et le Bénin, la 5e économique de l'Union, entre 7 et 8%. Donc, nous avons à peu près 2 pays qui représentent 48% de l'Union et qui représentent le tiers en termes de population. Donc, il est vraiment important. Et en plus, ces 2 pays-là, l'effet majeur, c'est que c'est des pays qui ont accès au marché international. C'est des économies frontières, c'est-à-dire des économies qui ont accès à des eurobonds. La Côte d'Ivoire a été pionnière dedans et le Bénin récemment a rejoint le club. Donc, comprendre leur stratégie d'endettement, leur stratégie de mobilisation de l'épargne intérieure, leur stratégie d'économique est très importante. Alors, donc, nous, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'échanger avec nos collègues de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 équipes. On va commencer par l'ordre alphabétique. Ce que nous proposons comme en termes d'organisation, après mon propos liminaire pour introduire ce qui est en train d'être fait actuellement, je proposerai à mes collègues dans l'ordre alphabétique du Bénin et de la Côte d'Ivoire de présenter chacun le focus pays avec l'angle de la transformation structurelle et des perspectives économiques. Et de là, chacun aura une vingtaine de minutes pour présenter. Et ensuite, nous allons échanger entre panélistes, questions-réponses, pour essayer de mieux comprendre et mieux partager nos idées avec l'auditoire. Et cela durera une vingtaine de minutes. Et par la suite, nous inviterons l'auditoire, que nous remercions par avance, à partager leurs questions que nous essaierons de comprendre et d'y remédier. Alors, ceci étant dit, les présentateurs du côté du Bénin, il s'agit de M. Aristide Médénon, qui est le directeur général des affaires économiques. Il s'agit également de M. Yaouvi Clément Azia Yikouda, qui est le DG des affaires monétaires et financières au niveau du Bénin.
Alors, pour les collègues de la Côte d'Ivoire, il s'agit de M. Yves Lopez Assi, qui est sous-directeur de la mobilisation des emprunts et des dons. Et il s'agit également de M. Sansan Ien, qui est directeur des prévisions et des statistiques économiques. Donc, voilà un peu ceux qui vont nous présenter. Et juste pour ajouter un élément économique à la réflexion avant que nos collègues le débutent. Alors, si on prend ces deux économies-là, le Bénin et la Côte d'Ivoire, ce sont des économies sur les 3-4 dernières années qui ont eu des performances économiques assez intéressantes. C'est-à-dire, ils sont autour de 6 à 7% de croissance depuis 2018. Bon, la COVID-19 est passée par là, comme toutes les économies africaines qui ont eu un creux en 2020, mais nous espérons un retour dans le moyen terme au potentiel que nous avons vu. Et ces économies-là ont pu atteindre cette croissance-là avant Covid avec des déficits maîtrisés, c'est-à-dire des déficits de moins de 3 et 5%, et avec une dette qui est en deçà de la moitié du PIB, 40 à 48%. Donc, c'est des cas macroéconomiques assez solides qui permettent à ces pays-là de mettre en œuvre des programmes économiques de transformation structurelle que nous voyons déjà les premiers résultats sur le terrain et qui leur permettent d'accéder au statut d'économie frontière. Donc, il y a tellement à apprendre de ces pays-là, il y a tellement à s'inspirer en termes d'union pour développer notre marché régional. Parce que le marché régional UEMOA titre, avant d'être un marché intérieur, est un marché régional, est un marché d'une union économique et monétaire. Donc, comprendre ce que la première économie et la cinquième économie font, c'est très utile pour nous et permet également aux investisseurs institutionnels d'avoir une vue plus large parce qu'investir en Côte d'Ivoire permet aussi d'investir ailleurs. Nous sommes dans une union monétaire. Donc, je m'arrêterai là et je passerai le tour à mes collègues du Bénin pour qu'ils procèdent à leur présentation et ensuite on procédera aux échanges et débats. Je vous remercie. Merci, monsieur le modérateur. Je vous remercie pour votre introduction. Et je pense que vous m'avez même facilité la tâche sur votre développement sur le Bénin. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Très bien. Donc, merci beaucoup à tous. Je suis Aristide Médénou, je suis le directeur général des affaires économiques du Bénin. Et donc, j'ai l'insigne honneur de vous présenter la situation du Bénin. Alors, je passe directement à l'aperçu sur le Bénin. Le Bénin, c'est une population d'environ 11 millions d'habitants en 2019, avec un taux de croissance démographique de 3,5%. Lorsque nous abordons la qualité des institutions, vous avez les chiffres devant vous affichés à l'écran. Le Bénin, en matière de CPI, est 6e en Afrique, 2e au sein de l'UEMOA. Concernant l'indice Hébreu Brahim, nous sommes 2e de l'UEMOA, 13e en Afrique. En matière de transparence internationale aussi, 10e en Afrique subsaharienne et 2e au sein de l'UEMOA. Donc, lorsque nous venons à la facilitation des affaires, donc indice Doing Business 2020, le Bénin est 149e mondial et 6e de l'UEMOA. Parlant de la notation financière, nous avons été notés par l'agence Standard & Poor's B+, perspective stable, et parlant d'une autre notation par Fitch, nous sommes B stable. Donc, vous savez que le Bénin est devenu un pays à revenu intermédiaire depuis l'année passée. Donc, dans la dernière publication de la Banque mondiale, le Bénin a été classé pays à revenu intermédiaire, la tranche inférieure. Et nous avons aussi quelques indicateurs sur l'IDH. Donc, le Bénin est premier de l'UEMOA en matière d'IDH et a un PIB par tête 2019 d'environ 700 000 francs. Alors, quelques distinctions avant de passer au cœur du sujet. Le Bénin a été classé premier sur les 76 pays en matière de transparence de la dette. Donc, la publication a été faite l'année passée, en fin d'année passée.
Un an plus tôt, le Bénin a été distingué comme meilleur pays de gestion de la dette en Afrique subsaharienne. Et par la suite, le Bénin a été aussi distingué par le FMI comme faisant partie du top 4 des économies les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne. Alors, dans un cadre macro, il y a plusieurs indicateurs, mais je vais insister sur les 4 principaux qui ont été déjà abordés tout à l'heure par le modèle. Déjà, en matière de croissance, vous voyez la croissance accélérée depuis 2016. Il faut dire que 2016 est l'année du début de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, donc qui s'étend sur la période 2016-2021. Et sur cette partie, vous pouvez constater que le taux de croissance est accéléré de 3,3% en 2016. Nous avons atterri au taux de 6,9% en 2019. Nous avions prévu un peu plus de 7% en 2020, mais à cause de la COVID, nos prévisions ont été revues par les services nationaux à 2,3%. Et le FMI pense que nous serons à 2%. Donc, la croissance sera quand même positive en 2020, malgré la COVID. Et cette croissance positive est pratiquement la deuxième en Afrique après le Soudan du Sud en matière de... Alors, c'est quand même intéressant de voir cette évolution. Il faut dire que le meilleur taux de croissance réalisé en 2019 a été constaté dans un contexte de fermeture des frontières du Nigeria. Vous savez que le Nigeria est notre grand voisin et donc beaucoup s'inquiétaient de cette fermeture des frontières, de ses impacts possibles sur notre économie. Mais le Bénin a pu réaliser cette performance pour 2 raisons. La première est la plus importante, c'est tout l'effort de diversification de l'économie qui a été enclenché depuis 2016 et qui a commencé à porter des fruits. Et je pourrais revenir un peu dessus plus tard en détail. Et la deuxième raison aussi, c'est le dynamisme du secteur informel, hein, parce que le Bénin et le Nigeria, c'est quand même près de 800 km de frontières, et donc des frontières qui sont poreuses. Alors, en 2020, le Bénin a adopté une stratégie assez originale de gestion de la pandémie. Le Bénin fait partie des rares pays qui n'ont pas fermé leurs frontières. Les frontières n'ont pas été fermées. La stratégie globale du gouvernement a consisté à préserver autant que possible le business, tout en protégeant les personnes, les individus. Donc, le Bénin a opté pour l'établissement d'un cordon sanitaire autour des villes les plus exposées. Mais même à travers ce cordon, les marchandises passaient quand même. Il y avait un système pour que le flux de marchandises ne soit pas à cause de la COVID. L'aéroport continue à travailler, les vols à destination du Bénin ont continué à se faire. Donc, très rapidement, le Bénin a commencé à attirer certaines compagnies, des gens venant d'autres pays pour pouvoir prendre le vol au Bénin, etc. Et tout cela a permis de soutenir l'économie. Alors, nous n'avons pas encore les chiffres définitifs de l'année 2020, mais je peux déjà vous dire que les nouvelles sont bonnes et cette prévision pourrait même être dépassée. Nous allons, un élément qui pourrait militer en faveur de cette performance en 2020, c'est aussi le plan fiscal. Alors, comme le graphique le montre, depuis 2018, nous sommes rentrés dans les critères de convergence parce que l'objectif, c'était vraiment d'avoir une consolidation budgétaire. Donc ça a été, l'orientation a été donnée depuis le programme d'action du gouvernement. Il fallait réduire le déficit budgétaire qui était à plus de 4% en 2016. En 2018, nous avons fait 2,9, 2019, 0,5% de déficit
déficit, c'est quand même très faible. Et en 2020, déficit un peu moins de 2. Alors, pour 2020, initial moins de 2 et atterrissage anticipé dans les prévisions, c'est autour de 5%. Mais je peux déjà vous dire que, par exemple, je prends l'exemple de l'administration fiscale. L'administration fiscale a réussi à dépasser les prévisions initiales d'avant Covid. Les prévisions initiales de Covid ont été dépassées pour la simple raison qu'il y a une batterie de réformes fiscales, de modernisation de la collecte des impôts qui a été mise en œuvre et qui a porté des fruits dans l'environnement. Donc, de moins 5% de déficit à un chiffre très, très, très. Et là, les sont en cours pour le TOF, qui financera nettement de ça. L'administration douanière aussi, malgré l'environnement Covid, a dépassé les prévisions révisées, donc on sera à un niveau de déficit parce que les dépenses sont restées, comme on le dit en anglais, on track, donc vraiment aux prévisions qui ont été réalisées. Donc, vraiment, il y a de la matière là et puis les performances sont nettement meilleures aux prévisions. Avant d'aller sur un autre point du macro, je vais quand même dire un mot sur les réformes fiscales. Il y a une des réformes qui est une réforme très intéressante, qui est la réforme des machines électroniques de facturation de la TVA. Vous savez, lorsque on a fait les études là, qui ont été confirmées par la Banque mondiale, c'est que la TVA, qui représente par ailleurs des recettes fiscales, est collectée à moitié. C'est-à-dire que la TVA collectée représente la moitié du potentiel. Et l'une des raisons pour laquelle il y a cette sous-collecte de la TVA, c'est parce qu'il y a d'importantes sous-déclarations. C'est vrai qu'il y a aussi un élément informel, mais il y a d'importantes sous-déclarations. Alors, la réforme a simplement consisté à mettre en place des machines électroniques de facturation de la TVA qui fait que lorsque, par exemple, je suis dans un magasin, un supermarché, et j'achète mon produit, on me délivre une facture et copie de cette facture à l'instant est envoyée à l'administration fiscale immédiatement. Donc, à la fin de la journée, il y a les risques de sous-déclaration sont amoindris et cela a beaucoup performé. Et l'administration fiscale a commencé un système d'implémentation de cette mesure un peu partout dans les restaurants, un peu partout. Et mieux, il y a un système de loterie qui a été mis en place pour que celui qui fait son achat, qui a la facture imprimée par ces machines, puisse gagner à la loterie. Donc, il y a des voitures qui sont distribuées, divers biens, qui font que les usagers, les contribuables exigent leur facture et les entreprises délivrent. Ça a même permis à certaines entreprises de constater des fraudes internes, des agents qui détournaient les sous. Tout ça a été constaté parce qu'aujourd'hui, c'est du réel. Donc, cela a aussi beaucoup contribué au niveau des recettes, plus bien entendu un certain nombre de mesures sur lesquelles nous pouvons revenir. Alors, parlant de l'inflation, le taux d'inflation a monté autour de 3%, principalement mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie, notamment au niveau du transport. Donc, le nombre de personnes pouvant être transportées dans un seul véhicule a été nettement réduit et donc cela a eu un effet sur les prix aussi de transport. Et enfin, concernant l'endettement, vous pouvez voir que c'est autour de 46%, comme l'a dit tout à l'heure le modérateur. Mais je voudrais souligner que le BNR
s'est donné un principe, c'est-à-dire que le critère de convergence, c'est 70%. Mais dans notre stratégie d'endettement, nous sommes fixés un plafond de 50% à ne pas dépasser. À ne pas dépasser pour nous donner une marge de 100%. Alors, je vais revenir au niveau sectoriel sur quelques secteurs. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'imagine que j'ai déjà pris une partie quand même importante du temps que j'ai. Mais le secteur agricole, c'est important de voir ce qui se passe dans ce secteur. Vous savez, lorsqu'on parle du Bénin, on parle de coton. Et beaucoup n'ont connu jusque-là le Bénin que par rapport au coton. Mais au Bénin, il n'y a pas que le coton. Parce que c'est vrai, le coton a mieux les années que d'habitude. En 2018, le Bénin a été le premier pays producteur de coton en Afrique. Ce classement a été maintenu en 2019. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les filières phares prévues par le programme d'action du gouvernement, telles que l'ananas, telles que l'anacarde et d'autres filières, sont dans le top 10 des plus grands en matière de production en Afrique ces dernières années. Donc, notamment l'ananas, l'anacarde et les noix de palme, le Bénin dans le top 10 des pays africains. Donc, cela veut dire que la stratégie a porté ses fruits. Quelle est la stratégie? D'abord, au niveau du coton, la filière était gérée par l'État. Des fonctionnaires qui gèrent une filière agricole depuis leur bureau, climatisé. Dès 2016, le gouvernement a rompu avec cette façon de faire en retournant la filière aux acteurs. Donc, la gestion de la filière est essentiellement privée. Le gouvernement s'est complètement désengagé et cela a apporté plus d'efficacité dans la gestion et les résultats ont suivi. Lorsque nous allons au niveau des autres filières agricoles, la stratégie a été d'adopter une territorialisation de la gouvernance agricole. Nous avons plusieurs régions dans le pays. Chaque région a ses avantages comparatifs en matière de production agricole. Et donc, le gouvernement a autonomisé la gouvernance agricole dans ces différentes régions en mettant en place ce que nous appelons des agences territoriales de développement agricole. Donc, ces agences sont autonomes en matière de financement, autonomes en matière de stratégie et ont la responsabilité de développer les filières de leur région. Et là aussi, de nouvelles filières ont été développées et les résultats ont suivi. Deuxième secteur sur lequel je voudrais faire un focus, c'est celui de l'énergie. Alors, c'est important aussi de remarquer que il y a de cela quelques années, le Bénin était complètement dépendant en matière d'approvisionnement en énergie électrique. On importait de l'énergie de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana. La production interne était quasiment nulle. Et aujourd'hui, c'est heureux de constater que nous avons un taux d'autosuffisance énergétique de l'ordre de 70%. C'est heureux. Et cela parce que très vite, des investissements ont été réalisés pour l'installation d'une nouvelle centrale énergétique de 127 MW qui est rentrée en production en 2019 et qui fournit déjà plus de la moitié du besoin énergétique du Bénin en période de pointe. Et des travaux sont en cours pour la construction d'une nouvelle centrale d'une capacité de 146 MW qui est supérieure à la première centrale, la construction de la première centrale, et qui va permettre au Bénin d'avoir une complète indépendance, autonomie, avec un résidu exportable. Et donc, nous espérons que d'ici 2023-2024, cette centrale va rentrer en production. En matière de gouvernance, la société qui se charge de la gouvernance, qui se charge de la distribution d'énergie électrique, donc la société béninoise d'énergie électrique, a été mise en délégation de gestion
Donc, il y a un appel d'offres international qui a été lancé. Donc, les meilleurs acteurs privés dans le domaine de la gestion, c'est eux aujourd'hui qui gèrent la société. Donc, c'est une délégation de gestion. En temps, le taux d'électrification s'est beaucoup accru. Nous avons fait un bond de près de 15 points de pourcentage en l'espace d'environ 5 ans en matière de taux d'électrification. Au passage aussi, la coupure d'électricité, ce que nous appelons communément délestage, sont devenues extrêmement rares dans notre pays parce qu'il y a une bonne gestion qui se fait, donc les coupures se sont complètement raréfiées. Le troisième secteur sur lequel je vais faire un focus, avant d'accélérer un peu, de finir, c'est celui des infrastructures. Alors, il y a un vaste programme de construction d'infrastructures qui est en cours dans le pays. Et je vais donner 2 exemples ou 3 exemples. Le premier, c'est le projet que nous appelons le projet asphaltage. Il s'agit du bitumage de l'assainissement des routes secondaires. Donc, c'est ce que nous appelons communément des ruelles, ce qui passe devant des maisons, dans les rues, etc. Et donc, tout cela est en train d'être bitumé avec des systèmes d'assainissement qui évitent les cas d'inondation, etc. Donc, ce travail a commencé dans toutes les grandes villes du pays. S'il y a longtemps, vous êtes arrivé au Bénin, vous venez actuellement, je pense que vous allez me connaître plusieurs endroits du pays parce qu'il y a des quartiers entiers asphaltés. Et donc, à la limite, méconnaissable pour ceux qui ont quitté il y a longtemps. Il y a eu aussi la mise en place d'un certain nombre d'équipements, 22 stades qui ont été construits un peu partout dans plusieurs localités du pays pour pouvoir donner des heures quand même de jeu à la jeunesse. Ce sont des stades omnisports qui ont été construits, des marchés urbains, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un vaste programme d'infrastructure qui a été lancé. Et le dernier secteur sur lequel je vais parler, c'est celui de la technologie. Ici, il s'agit du déploiement de l'Internet haut et très haut débit sur l'ensemble du territoire. Et au jour d'aujourd'hui, à ce jour, nous avons plus de 90% des communes du Bénin qui ont accès à l'Internet haut débit à travers la fibre optique. Donc, la stratégie, clairement, c'est le maillage du territoire en matière de fibre optique et que l'Internet haut et très haut débit soit à la portée de tous les Béninois, donc réduction aussi des tarifs. Alors, en perspective, il faut dire que nous prévoyons un rebond de l'activité économique en 2021. Nous avons une prévision dans un scénario central de taux de 6%. Mais pour nous, 6% pour 2021, c'est une prévision assez prudente, très, très prudente, parce que nous pensons que nous allons dépasser cela au regard de tout ce qui se prépare comme investissement dans le pays. Et la politique d'assainissement budgétaire va se poursuivre. Le Bénin est pressé de rentrer encore dans les critères de convergence. Vous savez que les chefs d'État ont suspendu l'application des critères de convergence à cause de la pandémie, mais au Bénin, nous sommes pressés de retourner aux critères de convergence. C'est pour cela que déjà en 2021, nous prévoyons réduire notre déficit avec une prévision de 4,5%. Et je pense, et je peux vous dire que nous allons faire moins que ça au regard des performances en matière de recettes. Donc, il se pourrait bien qu'en 2021, déjà, nous revenions dans les critères de convergence. Et en matière d'endettement, la stratégie sera maintenue. Nous n'allons pas dépasser les 50% du PIB. Alors, je vais aborder, là, nous sommes à la stratégie d'endettement, mais je pense que je vais laisser la parole à mon collègue du Trésor pour l'aborder. Merci beaucoup. Oui, merci, monsieur Médénon.
Peut-être je vais inviter à ce qu'on puisse faire court pour la suite pour permettre à nos collègues de la Côte d'Ivoire aussi de présenter, vu que l'association est contrainte en termes de temps. Donc, en termes de process, j'indiquerai le temps qui reste en message privé. Comme ça, on pourra voir parce qu'il serait difficile pour nous après d'avoir du temps pour les échanges si on déborde du temps. Parce que là, vous avez fait plus de 20 minutes. Ne serait-ce que vous, à votre présentation, je ne sais pas votre collègue, comme il fera, et à la Côte d'Ivoire qui arrive, il y a les questions, il y a les autres auditoires. Donc, Monsieur Clément Azia Nikouda, je vous invite à votre présentation. Vous pouvez faire plus condensé pour permettre à nos collègues de la Côte d'Ivoire de faire la présentation dans les temps impartis. Je vous remercie par avance. Merci, monsieur le modérateur. Et donc, je vais prendre la suite de la présentation du Bénin telle qu'indiquée par mon collègue tout à l'heure sur la stratégie d'endettement et le plan de financement 2021. Pour la stratégie d'endettement de l'année 2021, c'est fixé comme objectif de satisfaire aux besoins de financement de l'État au cours le plus faible possible à des perspectives de moyen et long terme, de maintenir le risque associé au portefeuille de la dette publique à un niveau prudent. Et comme objectif, nous avons retenu aussi de maintenir les indicateurs de viabilité et de soutenabilité de la dette en dessous des seuils qui sont définis au sein de l'UEMOA, comme mon prédécesseur le disait tout à l'heure. Et enfin, nous avons retenu aussi de promouvoir le développement du marché des titres publics de l'UEMOA. Les orientations, en termes d'orientation d'endettement, il faut dire que le Bénin a opté au titre de l'année 2021 la priorité à la mobilisation des emprunts extérieurs concessionnels et à l'émission des titres de maturité moyen et long terme pour la couverture des besoins de financement. Le Bénin a opté de limiter l'exposition du portefeuille de la dette publique au risque de marché et d'accorder la priorité aux emprunts à taux d'intérêt fixe. Il est question aussi de maintenir le portefeuille de la dette extérieure diversifiée en devises. Et en matière de financement, la stratégie a retenu de poursuivre la diversification des sources de financement par le recours aux banques commerciales internationales tout en privilégiant les devises stables. Et nous avons opté aussi de réaliser de nouvelles opérations de reprofilage de la dette en vue de rallonger la maturité du portefeuille de notre dette. Et il est question aussi de rester ouvert et surtout attentif à l'évolution des conditions des marchés obligataires internationaux comme régionaux et de se positionner à des émissions de titres régionaux ou d'eurobonds aux conditions les plus attractives. Pour ce qui concerne le plan de financement 2021, il faut dire que nous avons un budget de l'État qui s'élève à 2 452 milliards 192 millions. Et le déficit qui est dégagé de ce budget sera financé à hauteur de 45% par l'émission de titres publics sur les marchés financiers pour un montant de 833 milliards 129 millions. Et en lien avec les orientations de la stratégie d'endettement tout à l'heure, le Bénin a émis un eurobond de 655 milliards 957 millions en euros à l'issue d'un roadshow effectué du 6 au 11 janvier dernier sur les maturités de 11 et 31 ans. L'émission d'eurobonds, comme je le disais tout à l'heure, en lien avec notre objectif de reprofilage, a été couplée avec une opération de reprofilage par le rachat des titres de l'eurobond inaugural en portefeuille pour un montant de 212 milliards 292 millions. Et après cette opération,
Le montant qui reste aujourd'hui à lever sur les marchés financiers au titre de 2021 s'élève à 389 milliards 464 millions, dont 82 milliards 500 millions est déjà levé sur le marché local le 7 janvier 2021 passé. Et sur ce, il faut dire que le Bénin a été le premier pays de l'Union à faire une émission sur les maturités de 3 et 5 ans le 7 janvier passé pour un montant de 75 milliards mis en adjudication. Il faut dire que cette opération connaît avec un taux de couverture de 214% mis en adjudication et nous avons retenu une fine 80 milliards 500. C'est l'occasion pour de à cette opération. C'est que après l'émission de l'eurobond, le plan de financement a été réaménagé et se présente comme on peut le voir à l'écran là. Nous avons au total un montant de 529 milliards 464 millions à mobiliser encore lorsque nous intégrons les émissions infra-annuelles. Et en matière d'adjudication, nous aurons à des obligations assimilables du Trésor pour un montant de 255 milliards, les bons du Trésor d'un an pour un montant de 31 milliards et les émissions infra-annuelles de l'ordre de 140 milliards. Et nous aurons à intervenir sur le marché le marché de syndication pour un montant de 103 milliards 464. Et que ce montant a fait d'un calendrier d'émissions détaillé dont les grandes masses ci-après à mobiliser par trimestre peuvent être déclinées ainsi que vous le voyez à l'écran. Au premier trimestre, nous aurons à mobiliser au total 135 milliards sur les maturités de 3, 5, 7 ans et 6 mois. Et au deuxième trimestre, 91 milliards sur les maturités de 5, 7, 10 ans et des émissions infra-annuelles de 3 mois et 12 mois. Et au troisième trimestre, nous aurons à émettre des OAT de maturité 7 ans et 10 ans, en plus une syndication de 15 ans pour un montant total de 173 milliards 464 millions. Et enfin, au quatrième trimestre, nous aurons à lever 130 milliards sur les maturités de 5, 7, 10 ans en OAT et bon assimilable du Trésor d'un mois. Donc, voilà un peu décliné comment que notre plan de financement va se comporter au titre de cette année 2021 pour le reste de l'année. Et comme à l'accoutumée, je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Bénin, remercier tous les investisseurs qui nous font confiance à la qualité de la signature de l'État du Bénin par leur souscription aux divers titres que nous émettons. Et pour finir, je dirais que je voudrais inviter les investisseurs à continuer de soutenir le Bénin tout au long de l'année 2021 à travers les études décrites tout à l'heure et dire que investir au Bénin, c'est faire œuvre salutaire. Investir au Bénin, c'est participer à la mise en œuvre des grands projets de développement tels que mon prédécesseur l'a décrit tout à l'heure. Et investir au Bénin, c'est rentrer dans l'histoire. Pour ne pas dire que investir au Bénin, c'est s'inscrire dans le nom, s'inscrire plutôt dans le répertoire des acteurs à la construction du futur pays le plus attractif de l'Afrique. Je vous remercie. Oui, merci, Monsieur Azia Nyikuda, pour la présentation et à votre collègue, Monsieur Arissi Médénon. Et merci également pour la présentation et l'appel aux investisseurs pour notre cher Bénin. Alors, nous allons passer maintenant à la COP. Et vous avez une vingtaine de minutes. Si vous pouvez faire un effort d'être plus bref que nos collègues du Bénin, ce serait
ça nous aide à impact. Merci. Oui, je suis Sansoyen, directeur de prévision des politiques et des statistiques économiques au ministère de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Je vais co-animer cette session avec M. Assis Lopez, qui est sous-directeur à la dette publique, également au ministère de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Le plan de notre présentation se présente comme suit. Le premier point, l'aperçu de la Côte d'Ivoire. Le deuxième, l'évolution récente de l'économie. Le troisième, l'état d'avancement des projets structurants. Le quatrième point, les perspectives économiques à moyen terme. Ensuite, on aura la stratégie de financement à moyen terme. Au point 6, le programme des émissions et enfin, une conclusion. Oui, la Côte d'Ivoire n'est plus à présenter. C'est l'Afrique de l'Ouest. C'est le pays des éléphants. Et il faut noter qu'elle fait une superficie de 322 462 km² avec une population de 26,2 millions en 2019, à une croissance démographique de 2,6% par an. La capitale politique est Yamoussoukro, avec pour capitale économique Abidjan, qui fait plus de 5 millions d'habitants. La monnaie utilisée, c'est le franc CFA, qui est arrimé à l'euro. On a un régime démocratique avec 3 pouvoirs. L'exécutif, on a une présidence, une vice-présidence, le législatif, le parlement et un Sénat, et le judiciaire. On a un climat qui se divise en saison sèche et en saison de pluie, avec une saison un peu plus longue dans le sud. C'est un pays côtier avec des plaines, et il faut noter également les ressources naturelles. On a l'agriculture qui a été le moteur du développement de la Côte d'Ivoire dans les années 60, 70 et 80. Et également, au fur et à mesure, il y a eu des investissements dans les mines. On a du diamant, de l'or, du manganèse, du nickel, de la bauxite, du pétrole et du gaz naturel. Mais il faut noter que la prospection continue. Le PIB par habitant est un peu plus de 1 309 200 francs CFA en 2019, et les perspectives pour 2020 donnent 1 307 400 qui est dû à la COVID avec la chute du PIB. Comme je le disais, première économie mondiale également, première économie plutôt de l'UMOA, avec plus de 37%, 39% du PIB, environ 40% du PIB en 2009, et pour un marché de plus de 120 millions d'habitants. Le revenu par tête en dollars au prix de 19, au prix constant est de 1309 dollars US, supérieur à ceux du Nigeria et du Ghana, mais le Cap-Vert reste toujours le premier pays de la sous-région par PIB par habitant. On est classé pays à revenu intermédiaire. On est également en troisième économie au niveau de la CEDEAO, après le Nigeria et le Ghana. En termes de notation financière, on a été noté par Fitch B+, avec perspective positive, et BA3 par Moody's, avec perspective stable. Voilà un peu un récapitulatif sur les PIB par tête et les PIB pour la sous-région CEDEAO en 2019. Je viens de faire le commentaire plus tôt. En ce qui concerne les indicateurs économiques et de gouvernance, on a quelques aperçus ici du Doing Business. Nous progressons d'année en année avec les réformes majeures qui ont été entreprises depuis 2012.
Nous sommes classés 110e pour le classement 2020 du 12 Business. Également, pour ce qui concerne l'indicateur de compétitivité, nous progressons, mais pas au rythme voulu. Mais il faut noter quand même un frémissement assez important du développement industriel, même s'il y a encore quelques difficultés pour lesquelles il faut surmonter. On a également l'indice Mo Ibrahim qui nous classe parmi les meilleurs en Afrique ces dernières années. Pour ce qui concerne la clé du succès de cette période dont nous parlons depuis 2012, le succès repose sur une très bonne exécution des plans quinquennaux et des plans nationaux de développement, effectivement des plans quinquennaux qui ont été entamés depuis 2012. Nous sommes à la fin de la deuxième génération. Nous sommes actuellement en cours de finalisation du PND 3. Cela aussi a reposé, ce succès aussi a reposé sur une politique volontariste en matière d'investissement dans les secteurs structurants. Également, une politique budgétaire appropriée et comme je l'ai souligné également, les réformes importantes qui ont été faites dans le secteur clé de l'économie en termes d'énergie et également de climat des affaires. Il faut noter en termes de réalisation d'importants niveaux d'investissement. Comme vous le constatez, les taux d'investissement que nous avons pu obtenir, qui sont allés principalement dans le secteur des chantiers publics de l'État, c'est des infrastructures structurantes, socio-économiques structurantes, et également dans la manufacture, avec le développement des zones industrielles et également des unités de production qui ont été montées ces dernières années, et également dans la construction. On note en matière de croissance une croissance robuste, avec, malgré le rebasage qui a été opéré en 2015, de 2015 à aujourd'hui, nous notons toujours des croissances assez élevées, en moyenne 7% sur la période, et nous restons parmi les pays à plus fort taux de croissance. Il faut noter également qu'on on a une économie assez diversifiée. Au niveau du secteur agricole, nous avons plus de 10 spéculations majeures. Les plus connues sont le cacao, le café, l'EVA, qui est dû également au Programme national d'investissement agricole qui a été entamé depuis 2012. Aussi, dans le secteur secondaire, on a des développements importants dans le secteur de l'énergie. On a pu, après près de 30 ans, construire un nouveau barrage hydroélectrique de 290 MW qui actuellement marche très bien. On note également des développements importants dans le secteur tertiaire avec la télécommunication, le commerce, et également le tourisme avec de nouveaux complexes hôteliers et qui ont été construits sur cette période. Du côté de la demande, tout est lié, hein, comme on le voit. L'investissement important a permis de soutenir la production. Donc, il y a eu beaucoup d'exportations de produits agricoles, et également de produits transformés, mais le défi reste toujours au niveau des exportations en matière de produits transformés et l'État y travaille. Pour ce qui concerne les équilibres, au regard de tout ce que nous avons vu, il faut noter une inflation maîtrisée de moins de 3% en dessous de la norme communautaire, un déficit budgétaire maîtrisé, et là également, malgré
les importants investissements publics et également des recrutements au niveau du secteur de l'éducation, de la magistrature et également de choses. Nous avons connu également des développements importants à ce sujet. Donc, le déficit a été maîtrisé, sauf en 2020, où on a, avec le choc lié à la pandémie à coronavirus. Au niveau extérieur également, on a une bonne maîtrise du solde courant de la balance des paiements. Donc, globalement, on note un cadre macroéconomique robuste, solide et stable. Voilà. Les financements également nous ont permis d'accompagner ce développement. Vous voyez les eurobonds, malgré la situation de Covid et les perturbations liées également à la situation post-électorale, on a pu mobiliser 1 milliard d'euros en 2020. L'endettement reste soutenable, on est en dessous de 50%. Et également, on est dans une situation de surendettement modéré. Sur les projets structurants, il faut noter beaucoup d'investissements ont été faits, d'autres sont déjà achevés et d'autres sont en cours au niveau du transport. On note d'importantes routes interurbaines et également au niveau de la capitale politique. Pour ce qui concerne le transport également, on a l'élargissement du port d'Abidjan, l'approfondissement également, la phase du deuxième conteneur a démarré. Donc, on espère d'ici avoir une capacité assez accrue et de qualité. Des projets importants aussi sont en cours pour desservir les différentes communes d'Abidjan avec le métro qui va venir, le BRT, et qui va lier l'est à l'ouest d'Abidjan. Et bien d'autres travaux, des échangeurs qui sont en cours pour pouvoir désengorger et rendre fluide la circulation au niveau de la capitale. Voilà. Au niveau des infrastructures énergétiques et industrielles, bon, pour ce qui concerne l'électricité, nous sommes à plus de 2229 MW de capacité installée qui permet de couvrir les besoins de la Côte d'Ivoire et de desservir également nos frères du Mali et du Burkina Faso. Également, d'autres projets sont en cours, comme les travaux de Gribo-Popoli, un autre barrage hydroélectrique. Il y a les centrales solaires qui sont en cours également. Pour ce qui concerne les zones industrielles, on a réhabilité la zone de Yopougon, qui fait pratiquement 470 hectares, Vridi 120 en cours de réhabilitation, et pour de Koumassi, Vridi qui est opérationnel, le PK24 qui est en construction, avec 60 hectares, près de 70 hectares qui sont déjà attribués et avec un frémissement, sinon des industriels qui s'installent. Également, Benoît qui a démarré avec des unités déjà qui sont opérationnelles. L'eau potable, l'éducation, la santé restent également des soucis pour l'État. Et là encore, d'importants investissements se font pour pouvoir réduire les difficultés dans ce domaine. Pour les perspectives, il faut reconnaître que la croissance reste retenue. Et ici, c'est vraiment des hypothèses, comment on peut dire, des hypothèses prudentes. D'autant que nous sommes en train d'affiner le PND, qui va prendre le PND 3. Donc, c'est vraiment des tendances qui sont là. Mais quand vous regardez, nous sommes déjà à des niveaux assez importants. Parce que malgré le Covid, on espère un rebond en 2021. Pour ce qui concerne les taux de transformation, là, pour ce qui, nous comptons vraiment sur cette transformation pour pouvoir vraiment transformer la structure de notre économie. Donc, nous misons effectivement sur la manufacture et aujourd'hui, d'importants projets ont été signés, aussi bien avec les opérateurs privés comme les opérateurs internationaux, pour s'attaquer véritablement à la transformation de nos matières premières. Sur les perspectives également, le cadre macroéconomique reste stable et solide, robuste.
comme vous le voyez, malgré la COVID, nous comptons revenir à un déficit de 3% à partir de 2023. Voilà, monsieur le modérateur, monsieur Tapsoba, les grands points sur la situation macroéconomique et les indicateurs également qui militent dans le sens de la transformation structurelle de notre économie. Je vais laisser la parole à monsieur Assi pour poursuivre sur la stratégie de financement et revenir pour la conclusion. Je vous remercie. Merci, monsieur Yen. J'inviterai votre collègue, monsieur Assi, peut-être d'être très bref. Il nous reste une trentaine de minutes dans toute la session, donc j'ai bien peur que nous n'allons pas pouvoir avoir l'enrichissement de l'auditoire avec les questions que nous souhaitons. Ok, merci monsieur le modérateur, merci monsieur le directeur, monsieur Sanson. Avant de commencer, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année 2021 à tous les panélistes et à tous les participants à ce séminaire. Concernant la stratégie de financement pour l'année 2021, pour 2021, nous avons un besoin brut de financement de 3017 milliards. Donc, la stratégie de gestion de la dette à moyen terme vise à combler les besoins bruts de financement tout en garantissant la soutenabilité de la dette, en s'appuyant sur une répartition équilibrée entre instruments de financement extérieur et intérieur à hauteur de 57% et 43%. Concernant la répartition, en termes de montant, nous avons en termes de financement de projets 1007 milliards et en termes de financement sur le marché des capitaux 2011 milliards. En termes de financement de projets, il faut dire que les financements concessionnels, semi-concessionnels et commerciaux seraient mobilisés respectivement à hauteur de 8%, 49% et 43% de la nouvelle dette extérieure. S'agissant de la mobilisation sur le marché des capitaux, nous avons, comme je vous l'ai dit, nous avons un montant de 2011 milliards répartis comme suit. Nous aurons 707,5 milliards sur le marché international, c'est-à-dire une mobilisation sur le marché international, et 1303 milliards sur le marché régional. S'agissant du marché régional, le marché, nous aurons des 1303 milliards sont décomposés comme suite. Les émissions par adjudication, nous aurons à mobiliser 853 milliards de francs CFA et le marché par syndication, 450 milliards de francs CFA. En termes de mobilisation par adjudication, il faut dire que pour le premier trimestre, nous aurons à mobiliser 210 milliards, dont 140 milliards de francs CFA par obligation assimilable du Trésor, 70 milliards de francs CFA prévus pour les bons du Trésor. Pour le deuxième trimestre, 260 milliards de francs CFA, dont 225 milliards par obligation assimilable du Trésor et 35 milliards pour les bons du Trésor. Pour le troisième trimestre, nous aurons à mobiliser 165 milliards de francs CFA, dont 135 milliards par obligation par adjudication et 30 milliards pour les bons du Trésor. S'agissant du dernier trimestre de l'année, nous aurons à mobiliser 218 milliards de francs CFA, dont 188 milliards de francs CFA pour les obligations assimilables du Trésor. Au total, pour l'année 2021, le montant total à mobiliser par obligation assimilable du Trésor représente 81% et les bons du Trésor 19%. En termes de montant, ça représente 165 milliards de francs CFA pour les bons et 688 milliards de francs CFA pour les obligations assimilables du Trésor. Donc, nous avons ici le détail des
le détail du programme d'émissions 2021, les émissions par adjudication. Comme vous le voyez, nous aurons à mobiliser 853 milliards de francs CFA de composés qu'ensuite, nous aurons 5 bons du Trésor pour un montant total de 165 milliards de francs CFA, 18 obligations assimilables du Trésor pour un montant total de 688 milliards de francs CFA. S'agissant des émissions par syndication, nous aurons 6 émissions d'emprunt obligataire pour un montant total de 450 milliards de francs CFA et notre intervention sur le marché international pour un montant de 705,5 milliards de francs CFA. Il faut dire que ce programme d'émissions tel que présenté ne prend pas en compte les émissions de trésorerie qui seront publiées par l'agence Moati. Donc, monsieur le directeur, voici ainsi présenté le programme d'émission pour l'année 2021. OK. Merci bien, M. Assi. En termes de conclusion, il faut noter que la Côte d'Ivoire a amorcé la transformation structurelle de son économie depuis 2012 grâce à la mise en œuvre des plans quinquennaux. Ensuite, cette croissance est portée par des secteurs, notamment le secteur secondaire et tertiaire. Et la relance post-Covid devrait se faire via la mise en œuvre du plan stratégique de la Côte d'Ivoire pour 2030 et également le PND 2021-2025 qui normalement devrait être finalisé d'ici la fin de ce mois de janvier. Voilà. Le secteur privé reste toujours fortement celui qui doit impulser vraiment ce développement. Donc, nous continuons toujours de travailler pour améliorer le climat des affaires, la gouvernance. Également, les investissements devraient principalement aller à l'industrie manufacturière qui reste vraiment le champ porteur pour lequel nous devons mettre beaucoup de force et d'énergie. Les orientations politiques également du gouvernement devraient garantir des perspectives prometteuses pour la Côte d'Ivoire avec une croissance forte, soutenue et inclusive dans un cadre macroéconomique stable. Je vous remercie pour votre aimable attention et je profite également pour remercier tous les organisateurs, tous les intervenants qui ont facilité cette rencontre. Merci. Merci, monsieur le directeur Sansangye. Merci pour la belle présentation aux deux équipes, Côte d'Ivoire et Bénin. Alors, nous venons d'assister à une présentation de deux économies assez similaires en termes de perspective. Ce qu'on peut retenir de ma part, en tout cas avant qu'on ouvre la session des questions, ce sont deux économies à cadre macroéconomique et institutionnel sain et solide qui permettent d'attirer les investisseurs sur leur papier public. Et ce sont des économies également qui ont des plans de développement assez clairs, avec des résultats avérés et reconnus, donc avec des besoins de financement importants. Et c'est également deux économies qui ont réussi à lever des fonds extérieurs et en même temps qui ont besoin du marché régional intérieur de l'Union pour se financer. Donc, si on regarde bien les différents plans, c'est assez commun à toute l'Union. Les différents plans se focalisent sur l'agriculture, l'énergie, l'infrastructure et le développement du digital. Donc, nous avons un faisceau de paramètres qui est là, qui permet aussi aux autres États de s'en inspirer, aux institutionnels, aux acteurs du marché, d'apprendre comment on peut, sur ces leviers économiques-là, comment développer le marché financier régional. Donc, nous allons ouvrir la session, vu le temps qui nous est imparti. On va essayer de fusionner les deux dernières parties qui restaient, c'est-à-dire les questions que le modérateur que je suis ou que les panélistes que vous êtes avaient pour les uns et les autres. Et en même temps, on va ouvrir la session à l'auditoire s'il y a des questions, qu'on puisse aussi y adresser. Donc, je vais peut-être inviter ceux qui ont des questions au niveau de l'auditoire de peut-être les écrire et nous pourrons les reprendre pour les panélistes. Pour gagner du temps, peut-être que je vais poser quelques questions. Si également les panélistes ont des questions, il serait bon de prendre la parole pour qu'on puisse échanger. Alors, moi, les questions que j'aimerais poser de compréhension,
c'est peut-être celle qui est très d'actualité, c'est la COVID. On a tous parlé des perspectives économiques, mais on n'a pas vraiment insisté sur ce que la COVID-19 a eu comme impact. Comment vous, en tant qu'équipe Côte d'Ivoire et Bénin, vous voyez l'impact de la COVID-19 sur votre économie et deuxièmement sur votre stratégie d'endettement? Et la deuxième question majeure que j'aurais à ce niveau, vous êtes deux économies qui ont pu accéder aux marchés internationaux, souvent pour reprofiler votre dette, mais n'avez-vous pas une crainte que cela obère un peu le développement du marché régional, en ce sens que ces États-là vont prendre de l'argent extérieur et peut-être n'auront plus besoin d'autant au niveau de l'intérieur. On concilie et également en termes de la réserve, puisqu'il faut repayer cette dette-là à un moment donné de l'extérieur. Je vais m'arrêter là, c'était pour permettre aux autres aussi de poser les questions. Donc peut-être les deux équipes peuvent répondre et en attendant que l'auditoire puisse nous poser les questions. Merci. Donc on peut peut-être commencer par le Bénin dans l'ordre alphabétique, mais soyons très brefs et concis. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par la réponse. Oui, effectivement, la COVID a impacté le Bénin comme tous les pays du monde. Notre prévision de croissance initialement était autour de 7%, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Et nous prévoyons un atterrissage autour de 2, de 3. Et c'est essentiellement dû à la COVID principalement. C'est vrai que nous attendons une croissance positive, comme je l'ai expliqué, parce qu'il y a eu une certaine flexibilité dans la gestion de la crise. Par exemple, le Bénin a été l'un des premiers pays à rendre obligatoire le masque, le commerce, le business a été protégé, tout ça. Donc, effectivement, le Bénin a été impacté. Et pour l'avenir, pour 2021, la prudence que nous avons affichée dans les prévisions est aussi due aux incertitudes sur la COVID. Il faut dire que notre santé de croissance avant COVID était autour de 7%. Et notre prévision pour 2021, c'est un taux de 6%. Donc, cela parce qu'effectivement, nous pensons qu'il y a quelques incertitudes sur la COVID. La COVID, en matière de stratégie d'endettement, peut-être que le collègue va dire un mot dessus, mais ça a aussi un peu affecté le taux d'endettement parce que, voyez-vous, nous sommes partis d'un déficit budgétaire de 1% à un déficit budgétaire qui serait probablement supérieur à 1, certainement inférieur à 5, mais probablement supérieur à 1. Donc, il y a un effet induit sur la dette. Et quand on parle de dette qui augmente, on parle de financement du déficit et donc toute la stratégie qui est derrière. Je ne sais pas si mon collègue Clément veut dire un mot sur la question de dette. Merci. Merci, Monsieur le Directeur général. Bon, sur cet aspect, je crois que vous avez dit l'essentiel. Et j'ai plutôt noté une question sur, je crois qu'il vient du Burkina et qui demande si l'eurobond ne va pas dégrader le plafond d'endettement que nous sommes fixés pour l'année 2021. Et je pense que l'eurobond que nous avons émis pour un montant de 655 milliards, 957 millions n'a pas du tout d'impact sur le plafond d'endettement de l'année 2021, puisque je l'ai dit dans la présentation tout à l'heure, le montant qui a été levé s'inscrit bien sûr dans le montant que nous avons décidé de mobiliser sur les marchés financiers au titre de l'année 2021 et qui fait un pourcentage en tout de 45% du déficit budgétaire que nous avons dégagé. Et mon collègue l'a dit dans sa présentation,
que nous avons un objectif pour l'année 2021 de 44,6% de taux d'endettement contre la norme de 70%. Donc, l'eurobond n'a pas du tout d'impact sur les prévisions en matière de taux d'endettement. Voilà ce que je peux apporter comme réponse à cette question-là. Je ne sais pas si Aristide a un complément à apporter. Alors, en matière de complément sur la question d'endettement, pas vraiment juste sur l'impact probable de l'eurobond sur le marché. Notre souhait, c'est vraiment laisser quand même permettre aux acteurs du marché, notamment les banques, de ne pas seulement se focaliser sur les États en matière de financement, mais aussi d'avoir de la marge pour le secteur privé. C'est aussi ça notre souhait en matière de financement. Merci bien. OK. Par rapport aux préoccupations du modérateur et concernant les réserves d'échange et l'impact des eurobonds, je pourrais dire que au regard de la politique monétaire de l'Union, on peut dire que non, les eurobonds viennent consolider beaucoup plutôt les réserves d'échange de l'Union, puisque nous sommes dans une politique de réserve commune d'échange. Et lorsque vous posez la question peut-être à la mission, ils vous diront que tout ce qui est ressources extérieures mobilisées est la bienvenue pour pouvoir consolider les réserves d'échange de l'Union et renforcer également la liquidité au sein de l'Union. Voilà ce que je peux dire sur cet aspect-là. Merci à l'équipe du Bénin. On va peut-être laisser à l'équipe Côte d'Ivoire de partager leur avis aussi sur les mêmes questions. Merci bien, monsieur le modérateur. Pour ce qui concerne l'impact Covid, effectivement, nous avons connu quand même des perturbations importantes, aussi bien au niveau de la demande que de l'offre, d'autant qu'initialement, on tablait sur une prévision d'au moins 7%. Aujourd'hui, on pense qu'on pourrait faire un atterrissage autour de 2%. 1,8 pour ce qui a été projeté pour la fin de l'année 2020. La Côte d'Ivoire est un pays qui est très ouvert sur l'extérieur, donc nous dépendons beaucoup pour nos exportations, comme pour l'importation de biens d'équipement, également pour des consommations intermédiaires pour alimenter notre industrie. Donc il y a eu des perturbations au début. Également sur le transport, où là, l'effet est vraiment immédiat, le transport aérien. Donc, ça compte beaucoup pour la Côte d'Ivoire qui a développé son espace aviation avec Air Côte d'Ivoire, qui quand même reste leader dans la sous-région, mais on compte aujourd'hui, sinon on constate vraiment un choc assez important. Mais globalement, il faut noter que les 1,8 que nous avons eu, quand même, il y a des secteurs qui sont quand même restés résilients, comme le secteur agricole. Aujourd'hui, les choses vont mieux, même si la fin de l'année a montré quelques soucis avec les exportations de cacao, mais nous pensons que cela va être réglé. Il y a également le secteur de l'agroalimentaire, qui a connu quand même des développements malgré la situation de Covid, et quelques industries chimiques pour la production de tout ce qu'il y a comme gel et autres. Et avec les mesures qui ont été prises au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu la poursuite des grands chantiers de l'État, voilà, notamment d'autres chantiers comme l'organisation de la CAN, la construction des infrastructures, les routes. On a pu, vers la fin de l'année, accélérer. Donc voilà un peu la situation Covid. Mais nous pensons rebondir, bien vrai qu'aujourd'hui, avant, disons autour d'octobre, les perspectives même qu'on avait pour l'économie mondiale étaient prometteuses. Bon, aujourd'hui, il y a des confinements par-ci, par-là, mais nous pensons que globalement, on pourrait faire un rebond, même si ce n'est pas un rebond assez important.
par rapport à nos espérances. Mais pour 2021, on compte repartir. Pour ce qui concerne la dette, le collègue du Bénin l'a souligné. À court terme, la mobilisation des eurobonds vient renforcer les réserves. Bien avant l'eurobond que nous avons fait en novembre, pour la Côte d'Ivoire, on était déjà à autour de 6 mois d'importation. Ce qui est quand même 6 mois d'importation plutôt pour la région, pour la zone UEMOA. Donc, avec ces eurobonds, ça vient les renforcer. Et également, les travaux sur la viabilité de la dette que nous avons faite sur 20 ans montrent que nous sommes dans une situation de surendettement modéré. Bien entendu, la transformation de nos économies, l'ancrage dans les différentes chaînes de valeur que nous allons développer devrait permettre à long terme de pouvoir avoir suffisamment de devises pour soutenir nos économies, pour renforcer les réserves. Je ne sais pas si, M. Assi, vous avez d'autres éléments à ajouter. Merci, monsieur le directeur. Je vais intervenir sur un autre point s'agissant de la mobilisation des ressources pour l'année 2020. Bon, quand on regarde les différentes statistiques en termes de mobilisation des ressources, on s'est rendu compte que, en fait, la crise sanitaire, la COVID n'a pas eu véritablement d'impact sur la mobilisation des ressources sur notre marché. On a constaté que le marché était surliquide parce que les investisseurs même demandaient si on n'avait pas est-ce qu'on n'avait pas des instruments à leur proposer pour leur permettre de pouvoir faire des placements. Donc, nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, le montant de mobilisation pour l'année 2020, notre objectif a été largement atteint. Et il dit aussi que nous mettons l'accent sur le financement intérieur que l'extérieur. Parce que l'extérieur, c'est un contrat de, comme on appelle ça, les différents prêts en devises. Mais il faudrait aussi regarder la question de taux d'échange, Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que nous mettons l'accent sur le marché intérieur. Vous voyez, pour 2021, nous avons 1300 milliards à mobiliser localement et 707 milliards sur le marché international. Je vous remercie. Merci à l'équipe de la Côte d'Ivoire pour la réponse pertinente aux questions. Je crois que la question de l'eurobond suscite un peu d'intérêt au niveau de l'auditoire. Nous avons 2 questions qui vont dans le même sens que la mienne, avec une petite divergence. Alors, il y a M. Jérôme Niamnien qui vous pose cette question-là. En cas de dévaluation du franc CFA ou avec la création de l'ECO, l'eurobond ne va-t-il pas surenchérir le poids de l'endettement au niveau du Bénin? Et dans la même veine, il y a une personne anonyme qui nous pose la question: diriez-vous que la structure de la dette publique, investisseurs régionaux, a été un facteur stabilisateur des taux d'intérêt et des titres publics en 2020? La dernière question dans cette vague-là, qui est un peu différente, c'est: le marché était sur liquide grâce à la contribution de la BCEAO. D'accord, bon, ça c'est pas une question, c'est un commentaire en tant que tel. Est-ce que vous pouvez peut-être répondre donner des éléments de réponse à ces 2 questions sur les conséquences de l'eurobond? Merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a une réforme de l'ECO qui a commencé. Et cette session est animée par la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et vous savez que les 2 pays ont joué un rôle important dans cette réforme.
le président de la République ivoirienne et le ministre de l'économie et des finances du Bénin, qui ont été les représentants de la communauté dans cette réforme. Donc, et ce fait que ce sont aussi ces deux pays-là qui sont concernés aujourd'hui par ces questions de rebond. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez la réforme monétaire, en aucun moment, la réforme monétaire ne parle d'un changement de valeur du CFA. En aucun moment, cette réforme ne parle de cela. Donc, cela dit, nous n'avons aucune inquiétude sur l'évolution du cours de la valeur de la monnaie et donc sur la possibilité d'une dévaluation. Ce n'est pas annoncé dans la réforme, ce n'est pas annoncé par la BCEAO et nos dirigeants sont les fers de lance de la réforme et ce sont eux qui vont sur le marché international. Donc, c'est le premier élément que je peux donner par rapport à cette question. Concernant le marché régional, oui, c'est vrai que, vous savez, lorsque vous discutez avec les investisseurs internationaux, ils cherchent à savoir un peu la liquidité du marché national. Quels sont les taux, quelle est la liquidité, quelle est la profondeur, tout ça. Et s'ils vous sentent dans un état de stress, les taux vont flamber. Donc, lorsque vous voyez que vous n'êtes pas vraiment dans un état de stress, cela aide à stabiliser les taux. Donc, je pense que oui, c'est important que le marché continue d'être dynamique. Voilà, merci. Je ne sais pas si Clément a un ajout à faire. Oui, merci, DGAE. Par rapport à ce dernier point que tu as abordé concernant l'impact de la liquidité, de l'eurobond sur la liquidité dans notre marché, je ne sais pas, sûrement que l'intervenant est en train de dire que le marché est déjà surliquide avec les mesures prises par la BCEAO. Bon, c'est un peu vrai. On ne dira pas, peut-être qu'on ne va pas raisonner en termes de surliquidité, mais lorsque nous, aujourd'hui, tel que tu le dis, il faut regarder non seulement la liquidité, mais aussi les rendements pour nos émetteurs. Et lorsque nous faisons les émissions, ce que nous récoltons en termes de taux de sortie pour chaque émission. Et lorsque nous faisons des eurobonds et que ça vient accroître la liquidité sur le marché, l'intérêt, c'est de tirer beaucoup plus vers le bas les rendements pour les émetteurs, pour les différents trésors de l'UEMOA, pour permettre aux États quand même de lever des fonds, de financer leurs économies au coût le plus bas possible en réalité. Donc, les eurobonds n'auront pas pour l'impact d'accroître la liquidité, point où les investisseurs ne sauront pas quoi faire. Alors, juste un petit complément avant de passer la parole au collègue de la Côte d'Ivoire. Nous recherchons principalement deux choses au niveau des eurobonds. Déjà, des taux plus bas. Le dernier eurobond du Bénin, le Bénin est sorti avec un coupon de 4,875. Donc, vous voyez un peu ce que cela représente. Et aussi des maturités plus longues. Nous avons pris aussi à réaliser une maturité de 31 ans. Donc, voilà des choses que nous pouvons avoir sur les eurobonds qui sont difficiles à avoir sur le marché aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Nos collègues de la Côte d'Ivoire peuvent partager leur expérience et leurs éléments de réponse également. Merci. Merci. Je crois que pour ce qui concerne la question liée à la dévaluation, le collègue du Bénin a déjà répondu. Pour ce qui concerne les éléments sur la dette, je vais laisser M. Assi répondre à cette préoccupation. Ok, merci, monsieur le directeur. Bon, ce que nous pouvons dire concernant l'émission des eurobonds, comme on avait dit auparavant, ces émissions n'ont pas véritablement d'impact sur notre stratégie d'endettement. Parce que avant de
de solliciter le marché international. Nous avons des analyses que nous menons, hein, une analyse de fiabilité qui est faite. Aussi, cette analyse aussi est communiquée au Fonds monétaire international. Voici, nous avons les mêmes conclusions parce que nous faisons notre analyse. Au niveau aussi du FMI, il y a une analyse aussi qui est faite à leur niveau. Donc, s'agissant des émissions des eurobonds, nous pouvons dire qu'il n'y a pas véritablement d'impact sur notre stratégie, notre endettement. C'est ce que je pouvais dire. D'accord, merci. Merci pour les éléments de réponse. Il nous reste 10 minutes pour terminer la session. Peut-être on prendra une dernière série de questions. Alors, il y a un de nos interlocuteurs qui avait posé la question sur la stabilité des marchés. Il revient, il nous demande, en fait, sa question était d'attirer les investisseurs internationaux, mais quand on voit la volatilité des eurobonds en période de crise, on est bien content de voir la stabilité de notre marché qui est détenu par les investisseurs régionaux. Donc, je crois que le point qui est en train d'être soulevé, c'est dans l'immédiat, les eurobonds apportent un certain bouffée d'oxygène en termes de taux et de maturité, et même au niveau de l'Union en termes d'accumulation de réserves à le court terme. Mais en période de crise aussi externe, il y a plus de volatilité et à terme aussi, il faut repayer ce même eurobond-là. Donc, c'était peut-être ça la dynamique. Et l'autre question qui revient aussi, c'est la surliquidité de la zone, qui est, bon, d'aucuns diront que l'une des hypothèses, c'est les bons Covid qui ont été émises pendant la période coronavirus qui a peut-être augmenté un peu la liquidité de la zone. Et dans la même veine, peut-être pour gagner du temps, j'avais une question, en fait, une ou deux questions plus sur le thématique qui nous avait été demandé. Et j'aimerais peut-être que nos panélistes partagent leur point de vue. Parce que la question qui nous a été posée en réalité, c'est la transformation structurelle de nos économies et le développement des marchés financiers. C'était ça l'intérêt de la question. Bon, nous, on a présenté les différents aspects de développement économique, les différents plans d'émission dans l'année courante. Mais peut-être ce qui aurait été intéressant, c'est qu'en tant que spécialiste et opérateur dans ces domaines-là au jour le jour, de la part de votre pays, il serait bon de donner une perspective. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le marché régional? Parce que, comme d'aucuns diraient, il y a une certaine stabilité. Et en même temps, la surliquidité qui est soulevée dans la zone-là, je pense qu'il y a un problème profond qui n'est pas seulement lié au marché institutionnel, mais qui est lié à l'économie réelle au niveau des sûretés. Je ne sais pas comment vous pouvez voir ça. Quand il y a des sûretés, les banques ne font pas de crédit au secteur privé parce qu'il n'y a pas de garantie. Elles se retrouvent à être surliquides. Elles vont sur quoi? Elles vont sur les papiers publics au niveau de l'Union. Et cela peut-être ne soutient pas le développement réel, là où on a besoin de notre plan de développement. Vous voyez, j'aurais aimé qu'on prenne un peu de recul pour essayer d'analyser ces questions-là, qui auraient été plus utiles pour les investisseurs, pour comprendre pourquoi nos économies, malgré le temps de surliquidité dans la zone, on ne décolle pas. C'est facile de prendre à l'étranger, mais il serait intéressant aussi de développer notre marché régional pour que ça puisse servir au développement. Bon, c'est des réflexions et des questions en même temps. Et je vous passe la parole pour peut-être reprendre si vous avez des éléments à partager. Merci. Je vais dire un mot je vais revenir sur l'aspect volatilité. Vous savez, lorsqu'on est sur les marchés internationaux, il y a un défi à relever. Le défi, c'est d'être proactif, c'est d'avoir une surveillance du marché et c'est de profiter des fenêtres d'opportunité. C'est ça. Il ne faut pas attendre forcément que, bon, je lance un eurobond, quand ça vient à maturité, là, je commence à chercher du financement. Non, mais il faut voir les fenêtres d'opportunité, il faut surveiller les taux d'intérêt sur le marché international.
Ce qui s'est passé au Bénin, c'est exactement ça, parce qu'on a surveillé le marché, on s'est rendu compte qu'il y a une fenêtre et nous sommes sortis. Et comme le directeur Clément l'a dit tout à l'heure, il y a une partie du premier eurobond qui a été refinancé à près de 64%. Alors que le premier eurobond, sa maturité est encore bien devant, plusieurs années après. Donc, ça, c'est un exemple pour dire qu'en fait, il y a cette proactivité, ce dynamisme-là qu'il faut observer et profiter des fenêtres d'opportunité. Alors, concernant le marché, bon, alors, je vais jeter un pavé dans la mare pour dire que aujourd'hui, les États sont effectivement très fréquents sur le marché sous-régional. Les États sortent beaucoup. Et parce que les États sortent beaucoup sur le marché sous-régional, cela, entre griffes, facilite un peu la tâche aux banques qui, comme l'a dit, j'ai suivi le panel précédent, un panéliste qui a montré que l'essentiel des titres est détenu par les banques. Donc, les banques sont dans une situation où, bon, même si elles n'offrent pas de crédit au secteur privé, même si elles ne prennent plus autant de risques, parce que offrir les crédits au secteur privé, c'est prendre un peu plus de risques. Il y a les États qui sont là, qui sortent. C'est le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina. Et donc, on sait que, bon, avec l'État, le risque est plus réduit et donc on finance les États. Il y a ce travail à faire pour amener les banques, j'allais dire, les pousser un peu pour qu'elles puissent financer le secteur privé. Souvent, on a beaucoup de choses à reprocher au secteur privé. On a peut-être que c'est des projets qui ne sont pas bien montés, peut-être que... Mais à côté de ça, lorsque vous avez l'opportunité des États toujours fréquents, présents sur le marché, par rapport au privé, je pense que le choix est facile. Il faut que nous poussions nos banques à offrir plus de crédit au secteur privé et à prendre un peu plus de risques. Voilà le commentaire que je voudrais faire. Merci. Peut-être que je vais intervenir pas sur ce volet, mais il y a un intervenant qui demande si les eurobonds ont été swappés. Là, je vais juste apporter la précision que l'eurobond a été émis essentiellement en euros et il n'y a pas de devise comment dire, qui fluctue, qui puisse amener à faire un swap. Merci. Et merci. Au vu de ça, il y a également une question, mais moi, je pense que on pourra passer aux éléments de conclusion. Mais je rappelle juste la question pour éléments d'information. C'était de savoir si on intégrait dans le coût facial tout ce qui est coût lié au roadshow, au coût d'intermédiation et autres coûts dans le coût total des eurobonds, c'est-à-dire les coûts liés à l'opération elle-même. Il y a la valeur faciale et il y a les frais un peu pas cachés dans le sens négatif, mais qu'on ne voit pas dans la valeur faciale. Donc, la personne demandait ça. Mais bon, dans vos conclusions, vous pourrez peut-être donner des éléments de réponse à ça. Alors, comme il nous reste 2 minutes, si chaque équipe pouvait peut-être faire des mots de fin, mots de conclusion, et peut-être, comme vous l'avez fait dans votre présentation, donner quelques atouts aussi de votre pays en termes d'appel aux investisseurs et autres. Donc, je vous remercie. On commence par le Bénin, ordre alphabétique, et on finit par la Côte d'Ivoire. Merci. Alors, merci beaucoup. Pour la question, il faut dire que le taux, bien le coupon, le taux d'intérêt sur les eurobonds, c'est un taux qui parle. C'est un taux qui parle parce que cela dénote de la confiance que les gens ont en vous. Et ça, c'est très important. Les coûts que vous appelez des coûts cachés, entre griffes, les coûts d'eurobonds, etc., ce sont des éléments de gestion. C'est-à-dire que chaque pays a la possibilité d'organiser son roadshow, etc., pour réduire au maximum ce coût. Mais cela ne reflète pas la perception du marché sur le pays. C'est pourquoi
lorsque nous parlons d'émissions, nous montrons comment le marché nous fait confiance. Et pour moi, pour nous au Bénin, c'est très important de remarquer la confiance du marché international malgré le double choc. Le choc du Nigeria et le choc de la COVID. Avec cela, le Bénin a pu réaliser cette performance-là. Le Bénin est un pays qui est en train de changer. Si, en tout cas, vous allez de plus en plus entendre parler du Bénin. Ça, je vous rassure de ça. Vous allez entendre parler du Bénin parce qu'aujourd'hui, nous avons fait de la gouvernance vraiment le mot d'ordre depuis le sommet de l'État. Et donc, cela a des implications sur les indicateurs macro. Je vais peut-être laisser l'appel aux investisseurs à mon collègue Clément qui est plus fréquent avec les investisseurs. Merci beaucoup. Merci, Aristide. Je crois que en matière d'appel aux investisseurs, je l'ai déjà dit dans ma présentation. Et en conclusion, je ne vais plus revenir là-dessus, mais tout juste demander aux investisseurs de continuer à faire confiance à la qualité de la signature de l'État du Bénin sur le marché tout au long de l'année 2021. Merci. Merci. On passe à la Côte d'Ivoire très rapidement. Nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. Merci, monsieur le modérateur. Je pourrais dire que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la qualité de la signature de l'État reste de mise, d'autant que, au point de vue économique, nous avons des perspectives très prometteuses. Déjà, les premières projections que nous avons faites nous donnent déjà un cadre macroéconomique stable. Et au vu également des projets en cours en termes de changements structurels dans notre économie, c'est quand même des investissements importants en cours et on aura au bout également des croissances assez importantes et également des recettes suffisantes pour faire face aux charges de l'État, notamment aux charges de la dette qui pour nous reste prioritaire. Merci, je vais laisser M. Assi ajouter un mot. Merci, monsieur le directeur. À mon tour, je voulais dire merci aux investisseurs qui nous ont permis l'année dernière de pouvoir atteindre notre objectif de mobilisation. Grâce à vous, on a pu mobiliser plus de 1500 milliards de francs CFA pour le financement de notre budget. Nous tenons vers vous encore pour relever un défi en 2021 pour la mobilisation des ressources pour le financement des différents éléments qui sont prévus au budget de l'État. Je voulais vous remercier. Merci. Merci beaucoup à tous les panélistes. Je pense que nous avons assisté à deux belles présentations et à un débat très enrichissant sur les économies porteuses de l'Union. Et nous voyons bien qu'il y a de la matière, il n'y a pas d'antinomie à aller à l'extérieur prendre des eurobonds et à développer le marché intérieur. Tout est une question d'avoir un plan de développement solide et un secteur économique réel solide. Je remercie également l'auditoire pour les questions pertinentes qui nous ont permis d'éclairer la question des eurobonds. On remercie aussi les organisateurs. Et sur ce, je vais passer aux organisateurs pour la suite. Merci. Merci, Monsieur Tapsoba, pour la modération des débats. Merci aussi aux différents panélistes, la pertinence et la finesse aussi des différentes présentations qui nous ont permis d'avoir une meilleure cartographie de l'économie du Bénin et de la Côte d'Ivoire à travers les différents indicateurs macroéconomiques mis en exergue, non sans oublier donc les défis actuels auxquels ils font face. Les participants ont eu certainement une meilleure appréciation de la politique d'endettement des deux pays qui étaient à l'honneur de ce matin, à savoir le Bénin et la Côte d'Ivoire. Nous vous donnons rendez-vous pour demain à partir de 9h. Serons heureux de vous retrouver. Un sondage, je précise qu'un sondage vous sera soumis pour accueillir vos impressions
sur cette première journée des rencontres virtuelles du marché des titres publics. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions et donc nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Merci et excellente journée à toutes et à tous.